Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e numéro des ILS Show. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important pour les investisseurs, à savoir la valorisation. Ceci nous amènera à aborder des problématiques comme la modélisation, le coût du capital et puis également la transparence de l'information. Donc, pour parler de ces différents sujets, aujourd'hui, nous accueillons Ting Feng. Tu es portfolio manager et analyste chez AXA IM dans l'équipe ILS. Bonjour Ting. Nous avons Anthony à distance. Bonjour Anthony. Anthony Azaïs, tu es portfolio manager chez Trisation. Laurent Hubert, on dit actuaire senior chez Schroders. Ça va très bien. Parfait. Nous avons notre deuxième Laurent Saumon. Bonjour. Bonjour Laurent, donc toi tu es chez Guy Carpenter, tu es courtier spécialisé en solutions structurées. Exactement. Et Yann Mokhtar, Yann, tu es en charge de la recherche académique au sein du groupe CCR. C'est ça, Mathieu. Parfait. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer par le vif du sujet et éventuellement, Yann, si tu pouvais nous expliquer un petit peu à tous ce qu'est la valorisation, ou faire un petit cours de quelques instants sur la valo pour les nuls. Alors, la valorisation, c'est l'obtention d'un prix pour un acteur du marché. Donc, quand on pense finalement à l'établissement d'un prix, ça veut dire quoi? Établir un prix, ça veut dire agréger un ensemble de facteurs pour en faire une information unique qui a du sens pour le porteur de cet actif. Donc, la première question qu'on va se poser, par exemple, ça va être la question des cash flows. On va prendre un exemple le plus simple possible, c'est l'obligation d'État à 10 ans. On a une dizaine de cash flows qui sont certains et on a le coût du capital de l'État que l'on connaît et donc on a une grande facilité à établir un prix pour l'émetteur État. Ça, c'est vraiment le produit le plus simple. On va aller sur un produit un peu plus compliqué sur lequel on va avoir une incertitude sur les cash flows. Donc ça peut être par exemple une action, l'action d'un émetteur. On a une incertitude qui est croissante en fonction de la maturité des cash flows. Donc j'ai peut-être une bonne vision pour les cash flows à 1 an, mais c'est peut-être un peu moins précis pour la 2e année, pour la 3e année, pour la 4e année. Et donc ça, j'ai une incertitude et évidemment cette incertitude, on va les retrouver tout à l'heure dans ce que l'on va appeler le coût du capital. C'est-à-dire que je demande à être compensé pour l'incertitude par finalement une augmentation de mon rendement attendu. Ensuite, suivant le type de porteur, on peut avoir ou pas une décote d'illiquidité. Si je suis un fonds de pension, je peux détenir une infrastructure sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si je suis un mutual fund, je vais avoir l'obligation de pouvoir céder mes actifs à tout moment. Donc, je vais me poser la question de savoir si ça va être quelque chose de très facile. C'est-à-dire que j'ai un acheteur dans le marché auquel je peux facilement faire appel, ou au contraire, quelque chose de difficile. C'est-à-dire que je suis, pour certains actifs, dans l'obligation de les porter jusqu'au terme. On peut prendre l'exemple d'un sidecar non coté. Globalement, je sais que je vais le porter pour une durée qui peut être un peu supérieure à 1 an ou à 3 ans. Voilà, donc ça, c'est la décote d'illiquidité. C'est une information de plus qu'on va mettre dans la valeur de l'actif. Et on voit bien, dès ce moment, que la décote d'illiquidité, ça dépend du porteur. Je suis un fonds de pension, c'est pas important pour moi, je vais la capturer. Par contre, je suis un mutual fund, je suis obligé de la prendre en compte parce que c'est un risque que je vais porter pour mes investisseurs. Ensuite, on va avoir un ensemble de critères qui sont les facteurs ESG. Notamment, je vais faire attention à la gouvernance de l'émetteur. C'est-à-dire que si j'ai un doute sur la probité de celui-ci, je vais peut-être pas traiter, ou alors je vais demander un rendement qui est tellement élevé qu'à la fin, je finirai par pas traiter. On a du coût du capital, c'est-à-dire que dans le marché, je peux me financer facilement ou pas. Imaginons que je sois une compagnie d'assurance qui soit en position d'émettre des ILS. Je vais regarder finalement quel est le coût de mon capital dans le marché. Et donc, ça va me donner une valeur pour les ILS. C'est-à-dire que je vais me poser la question, est-ce que je continue à porter ce risque? Est-ce que je porte un risque ou est-ce que je le cède? Et ça dépend du prix de mes fonds propres. Et donc, de mon accès aux fonds propres. Ce qui veut dire qu'en fait, on se retrouve dans des situations où des acteurs qui auraient un coût du capital élevé ou un coût élevé de l'accès aux fonds propres sont
structurellement obligés de céder peu à peu les actifs qu'ils détiennent parce qu'ils n'ont plus les moyens de porter les actifs quels qu'ils soient. L'autre façon de dire les choses en les inversant, c'est que ma capacité à acquérir des actifs est limitée par mon coût du capital. Mais on reviendra là-dessus. Ensuite, il faut bien voir que l'exercice que l'on est en train de faire, l'exercice de modélisation, il porte un risque intrinsèque. Là, on a cité un ensemble de facteurs, j'en ai sûrement oublié, et je vais peut-être me tromper. Donc j'ai un risque qui est lié au modèle, et ça coûte aussi du capital. Si mon modèle est pas très sophistiqué, parce que j'ai pas les moyens de le faire, parce que j'ai pas, par exemple, la capacité de répliquer exactement ce que fait l'émetteur. Par exemple, je connais pas en détail la météo mondiale, et je suis pas capable de faire exactement les mêmes calculs que lui. C'est l'asymétrie d'information, mais on reviendra là-dessus. Globalement, je vais considérer que j'ai un risque que je porte et je vais demander une prime supplémentaire qui est liée en fait à la méconnaissance d'un ensemble de facteurs. Voilà, Mathieu. Bon, ça attaque fort. Tout le monde a suivi, c'est bon, on a perdu personne en route. Ting, du coup, Yann nous a présenté un petit peu de manière globale ce que c'était un petit peu la valorisation. Oui. Est-ce que dans le cas spécifique des ILS, est-ce que tu pourrais nous indiquer déjà d'une comment ça se passe chez AXA IM, et puis voilà quelles sont les spécificités, les points d'attention auxquels vous portez attention dans la problématique de la valorisation? Oui, bien sûr. Je crois qu'avec cette question, il y a potentiellement deux points différents à aborder. Donc, quand on parle de valorisation, comme disait Yann, en fait, le sujet, c'est à déterminer un prix pour un instrument ILS. Et effectivement, pour un fonds ILS, on doit donner à nos investisseurs régulièrement le NAV de nos fonds, qui est calculé basé sur ces prix ou ces valorisations des instruments ILS. Pour les cat bonds, on reçoit plusieurs prix externes envoyés par les brokers. Donc, on prend tout simplement le prix médian de ces prix, autant la valorisation pour ces instruments. Voilà. Plus précisément, dans le pricing sheet envoyé par le broker, il y a toujours un prix bid et ask price, et on calcule le moyenne pour chaque broker, et après on prend le prix médian de ces prix moyennes. Cette approche est plutôt une approche dite mark-to-market parce que c'est basé sur les prix du marché. Pour les deals privés, c'est un peu différent. On reçoit normalement un ou deux prix externes envoyés soit par les brokers, soit par les service providers. Et effectivement, nos investisseurs préfèrent qu'il y a au moins un prix externe qui n'est pas fait chez nous. Donc, ce prix-là, souvent, c'est un prix mark-to-model parce que ces instruments ne sont pas liquides. Et chez AXA IM, pour rassurer que cette valorisation est juste et reflète toutes les informations disponibles, nous, on fait une contre-valorisation pour le challenger avec une méthode de valeur juste. Donc, la valorisation est tout simplement la somme de la prime acquise, la perte estimée pour les événements survenus pendant la période à risque et après le valeur à réaliser pour la période restante de cette période à risque. Voilà. Un point potentiellement à souligner, c'est la saisonnalité, parce que ILS en couvre principalement des risques de catastrophes naturelles. Donc, effectivement, le risque peut évoluer avec du temps. Pour spécifiquement certaines périodes comme des ouragans ou des tempêtes. Par exemple, quand on approche de la saison de ouragan, le niveau de risque augmente, donc la valorisation va baisser. Un autre point à parler est potentiellement l'estimation de perte pour les événements survenus pendant la période. Donc, la donnée plus importante pour nous, c'est des estimations partagées ou faites par les cédantes. Dans le cas dont
aucun reporting est fait par les cédantes ou par les modeling firms. Chez AXA IM, nous on fait notre propre estimation pour le perte potentiel de cet événement avec des approches différentes. Par exemple, une approche qu'on peut utiliser, c'est l'approche de parc de marché. Et avec cette estimation, on peut essayer de déterminer l'impact potentiel sur les instruments ILS. Voilà, tout ça à dire, mais on pense qu'il y a bien un deuxième aspect qui est un peu caché entre les lignes de cette question, qui est comment on peut pricer ou déterminer le niveau de rendement selon certains niveaux de risque, qui est en question en fait, on se pose systématiquement avant notre décision investissement, soit dans le marché primaire, soit dans le marché secondaire. On utilise principalement deux méthodes. Une première approche, c'est une méthode décomparable, donc c'est-à-dire qu'on compare l'instrument avec un échantillon d'instruments qui ont des caractéristiques un peu similaires, notamment le pays, la région et la structure. Donc, une fois l'échantillon déterminé, on va tracer le spread ou le discount margin contre leur expected loss et on va fitter avec une loi qui nous permet de déterminer le spread pour l'instrument en question contre son EL. Et la deuxième méthode, c'est une approche souvent utilisée par les réassureurs qui est pour déterminer un spread ou le rate on line qui est l'équivalent dans le marché de la réassurance. On prend le expected loss plus un rechargement sur la volatilité plus bien sûr un spread minimum. Voilà. Mais à conclure, quelle que soit la méthode utilisée, le spread ou le niveau de rendement dépend sur le niveau de risque et aussi le risque sous-jacent. D'accord. On est quand même à ça de la loi de Sim à un moment. Donc c'est avant de laisser la parole à Laurent, je voudrais juste revenir sur un point que tu as mentionné. Tu as indiqué que vos investisseurs, vos clients, souhaiter une valorisation d'un tiers, en fait. Bien sûr. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un souhait de leur part? C'est pas une obligation, mais je crois que c'est une préférence que la valorisation soit indépendante et juste. D'accord, ok. Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un petit peu sur cet aspect ou tu penses qu'on a fait? Alors, pour commencer, je pense que j'aimerais distinguer deux choses. Il y a un exercice de valorisation à l'émission qui consiste à déterminer quel est le rendement interne qu'on devrait attendre de l'actif souhaité et qui prend en compte notamment les prix d'autres actifs, mais aussi la composition du portefeuille que l'on veut atteindre au sein de notre fonds d'investissement, par exemple à Schroders. Après l'émission, il y a un autre exercice qui est la valorisation de l'actif qui permet de déterminer la performance de l'actif au cours du temps. Et les deux approches-là sont complètement différentes. La deuxième valorisation suppose le choix d'un cadre comptable pour déterminer la valeur de l'actif. Ce choix de cadre comptable va dépendre de plusieurs facteurs. La liquidité de l'instrument investi, aussi la flexibilité des investisseurs du fonds à rentrer et sortir dans le fonds, ainsi que des fois le type de l'investisseur. Et dans notre cas, une valorisation dite fair value est utilisée chez nous. Nous pensons que c'est la valorisation la plus juste pour nos investisseurs, qui garantit un prix dit équitable lors d'une sortie ou d'une rentrée d'un nouvel investisseur. Dans un fonds dit closed-ended, donc un fonds où l'investisseur participe à l'investissement jusqu'à la fin et n'a pas de recours pour sortir de l'investissement, un autre type de valorisation peut être
considérées, dites plus selon des règles de comptabilité plus standards dans le monde de la réassurance. GAAP et autres, IFRS. Et donc, dans ce cas-là, il faut aussi faire attention à quel est le type d'investisseur. Si l'investisseur lui-même est un fonds de pension, il participe donc à la performance, mais à des investisseurs lui-même qui sortent et rentrent dans le fonds de pension et donc doit pouvoir compenser ses propres investisseurs de manière équitable aussi. Et donc là, nous sommes aussi, pensons que la meilleure manière de procéder est de faire une fair value, une calculation de fair value pour les investissements. Oui. Laurent, toi, tu as une vision, on va dire, en tant qu'ancien banquier ou courtier aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu penses que c'est... Oui, non, beaucoup a déjà été dit, mais je voudrais peut-être souligner une différence du marché des cat bonds par rapport à d'autres marchés financiers. C'est que effectivement, les courtiers publient des feuilles de valorisation, mais on est sur des valorisations qui restent indicatives. Ça peut être une valorisation directe. S'il y a une transaction sur le marché secondaire, on la connaît, donc on va marquer le cat bond au prix de l'exécution qui vient d'être faite. Mais ça peut être aussi des intérêts vendeurs ou acheteurs. Donc on n'a pas forcément les deux jambes de la part des investisseurs. Et ça reste toujours indicatif. Donc ça, je pense, c'est une différence, par exemple, par rapport au marché action, par rapport aux obligations d'État. Si vous appelez votre courtier sur une ligne pour X millions au prix qu'il a indiqué, il faut qu'il exécute cet ordre obligatoirement. Là, on reste sur indicatif, c'est-à-dire que ça vous donne une bonne idée, l'idée la meilleure possible du prix sur le marché secondaire, mais il n'y a pas de certitude d'exécution à ce prix. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même garder cet aspect-là sur le marché secondaire des cat bonds. Et puis après, le spectre reste très très large. Donc ça va jusqu'à la réassurance traditionnelle. Je dirais, on a une valorisation une fois par an au renouvellement. Et donc si on est sur des instruments ILS qui sont moins liquides que des cat bonds, on sera un petit peu entre les deux. Voilà, entre le mark to market, le mark to model, et plutôt sur des valorisations mensuelles ou trimestrielles. Donc typiquement, Tig, on est d'accord que une valorisation effectuée par Laurent chez Guy Carpenter peut rentrer dans le cadre d'une valorisation tiers que tu fournis à tes clients, on est d'accord? Bien sûr. Ouais. Okay. Yann, on revient un petit peu sur l'impact du coût du capital et comment cela influence un petit peu on va dire la détermination du prix d'émission. Ouais. Alors, la première chose qu'on peut constater, et c'est vraiment une constatation, c'est ce que demande le marché en termes de rendement à un émetteur. Donc là, on a un tableau sur lequel on voit le coût du capital implicite, c'est-à-dire le coût de la protection dans le marché réclamé. Et on voit qu'on a un premier réassureur pour lequel il y a une exigence de rendement de la part du marché qui est de 11,1% et un autre réassureur beaucoup plus bas qui est à 7,4%. Alors, au milieu de ça, on a les d'autres réassureurs avec un coût du capital économique médian qui doit tourner aux alentours de 8,7%. Donc, on comprend bien que lorsqu'on se retrouve à faire face à un coût de financement proche de 11,1%, c'est difficile de trouver des opérations ou des actifs qui font qu'en extrayant un résultat économique, on puisse retrouver un rendement qui dépasse les 11,1%, c'est-à-dire l'exigence du marché. Donc, dans ce cadre-là, plus mon coût du capital est élevé, plus on comprend bien que j'ai un intérêt à sortir du risque. Au contraire, si j'ai un coût du capital à 7,4%, je peux accepter de porter des opérations avec un rendement beaucoup plus faible.
Alors, si je le dis autrement, Yann, est-ce que moi je suis un émetteur potentiel, donc un réassureur, à 11,1%, j'ai peut-être plutôt intérêt à chercher du capital alternatif, je sais pas moi, à 5 ou 6%, 7%, et donc aller émettre un cat bond qui me coûtera moins cher que du capital à 11%. Dit comme ça, c'est... Dit comme ça, c'est assez juste. Ouais. Donc, si on va sur le slide numéro 3, on s'aperçoit que je peux être dans des conditions de transaction où effectivement, si le prix moyen dans le marché des ILS, c'est un coût du capital à 6, et que moi j'ai un coût du capital par le marché qui est à 11,1, donc on a un coût du capital qui est à 11,1 qui est idiosyncratique, et on a un coût du capital de marché qui est finalement une espèce d'équilibre des prix qui se fait entre les différents émetteurs. Donc effectivement, dans ce sens-là, si je peux émettre un ILS à 6%, alors que moi, mon funding, c'est à 11,1%, bah, l'opération peut se faire. Hein. C'est ce que l'on voit avec les écarts de coût du capital et de valorisation. On s'aperçoit qu'un émetteur qui a un coût du capital de 11,1% peut payer finalement assez cher pour se débarrasser des risques. Tout du moins, il peut payer jusqu'à 11,1%, toutes choses égales par ailleurs. Si au contraire, on a un coût du capital à 7,1%, ben on est peut-être dans des conditions où on a intérêt à accroître la taille du bilan, parce qu'on est, entre guillemets, on a un avantage par rapport à l'autre de 3 ou 4%. Et donc, on peut le concrétiser d'une manière économique. L'autre façon de dire les choses, c'est que si j'ai un coût du capital extrêmement élevé, je suis en position de céder du risque. Si j'ai un coût du capital qui est extrêmement bas, je suis en position d'acquérir du risque. Du coup, toi, Laurent, pardon, tu voulais intervenir, non? Non, tant pour moi. Laurent, toi, en tant que courtier, est-ce que dans le conseil que tu apportes à tes clients, est-ce que c'est une analyse que tu leur présentes ou comment t'en viens finalement à proposer des solutions structurées? Non, c'est vrai que sur la partie structurée, un élément qui est vraiment crucial, c'est le volume de capital qui est libéré par l'opération, et on fait forcément l'analyse des différentes possibilités qui sont ouvertes. Ça peut être émettre de la dette subordonnée, rentrer dans une opération ILS, faire de la réassurance traditionnelle, voilà, ou avoir un autre moyen d'interaction sur son capital. Mais il faut regarder ces différentes approches. Et c'est vrai qu'une grille de lecture que l'on a systématiquement, mais c'est de voir quelle est celle qui me donne le meilleur coût du capital libéré, le coût du capital libéré le plus faible. Et donc, je pense que ça rejoint tout à fait ce que l'on vient de décrire. D'accord. Ok. Pour reparler un petit peu de valorisation, il y a quand même un aspect non négligeable qui est, on va dire, l'existence d'un marché secondaire ou pas, donc le fait qu'il y ait une certaine liquidité du produit que tu vas acheter. Est-ce que toi, Laurent, tu pourrais nous indiquer un petit peu quels sont les impacts de l'existence ou pas d'un marché secondaire, donc de cette fameuse liquidité, et puis si par ailleurs tu vois des différences entre, mettons, un cat bond et un sidecar, ou entre différents types d'ILS qui sont pas forcément tous très liquides. Alors, encore une fois, il faut distinguer l'exercice. Pour savoir quel est le rendement qu'on attend d'un certain actif, selon les caractéristiques de son portefeuille, de son coût du capital, donc l'attente de nos investisseurs de rendement. Pour cet exercice-là, de mon point de vue, il y a peu de différence entre un actif liquide et un actif illiquide. L'actif liquide, le prix peut être informé en plus en comparaison des prix actuels du marché. C'est-à-dire que le rendement attendu sur une transaction liquide ne peut pas dépasser de manière phénoménale les prix actuels du marché. Et donc, par conséquent, on ne peut pas s'imaginer rentrer dans une négociation et finir avec une valorisation qui soit beaucoup plus avantageuse que les conditions actuelles. Pour l'exercice de valorisation après l'investissement, l'existence d'un marché secondaire change l'exercice de manière radicale. On a mentionné tout à l'heure, une valorisation dite équitable va
prendre les prix du marché comme étant le prix équitable et très simples opérations sur les prix observés vont être effectuées pour déterminer un prix équitable. Pour un actif illiquide, la valorisation dite équitable se fera basée sur une modélisation du risque qui reste intrinsèque à l'actif. Cette valorisation est moins informée par les prix du marché, mais on peut quand même avoir certaines informations qui traversent du monde liquide au monde illiquide. 2 exemples. La valorisation, on va déterminer le prix peut être décomposé en 2 composantes. La première composante est l'espérance mathématique de la sinistralité de l'actif. La deuxième composante est le prix du risque à rajouter au-deçà pour rémunérer l'investisseur de manière attendue. Pour la valorisation d'un actif déjà investi, on peut inférer des informations de sinistralité du marché liquide sur le marché illiquide. Un exemple, un cat bond qui va protéger un assureur d'une tempête en Floride. Lors d'un événement, lors d'une tempête active, le prix de ce cat bond pourra nous informer de quelle est l'attente de la sinistralité du marché pour cet événement et donc va impacter notre estimation de la sinistralité sur des positions illiquides couvrant les mêmes périls. Deuxième exemple est sur la marge de risque au-deçà de l'espérance mathématique de la sinistralité. On peut considérer que l'investisseur dans l'espace liquide et l'investisseur dans l'espace illiquide sont pas complètement distincts, mais sont des fois les mêmes. Et donc, par conséquent, l'aversion au risque dans l'espace illiquide doit aussi être partiellement reflétée sur l'espace illiquide. D'accord. Ting, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ce propos ou Peut-être un point à ajouter. On a déjà parlé sur la valorisation pour le cat bond, qui est souvent une approche mark-to-market. Et pour le deal privé, même si potentiellement il y a un parti qui est transféré dans la valorisation de deal privé, la majorité reste plutôt un mark-to-model. Donc potentiellement, tout égal, un fonds de cat bond, la volatilité d'un fonds cat bond peut être plus élevée ou plus important que des deals privés à cause de cet effet de mark-to-market, qui est une chose qu'on se voit en réalité. D'accord. Alors, du coup, quand vous constituez un portefeuille pour vos clients, est-ce qu'il y a une sorte de politique d'investissement qui va favoriser plutôt le marché liquide ou est-ce que les deals privés, c'est une poche qui reste encore assez petite pour des acteurs comme vous, fonds ILS? Je crois que tout dépend sur le besoin des investisseurs parce qu'effectivement, eux, ils recherchent des choses différentes selon leur propre stratégie. Donc, il y a certaines, comme potentiellement fonds de pension, qui recherchent un peu le rendement un peu plus modéré, mais en face d'un niveau de risque plus faible aussi. Il y a certains d'autres investisseurs qui recherchent les rendements un peu plus hauts. Il y a certaines qui recherchent des liquidités qui n'est pas autant le cas pour les autres investisseurs. Donc à la fin, on s'adapte déjà chez AXA IM, on dispose plusieurs fonds différents pour s'adapter à ces besoins variés. Okay. Laurent, tu veux ajouter quelque chose Oui, peut-être sur la valorisation des cat bonds. En fait, on parle souvent d'une valorisation, mais en fait, il y en a 2. Il y a le bid et il y a le ask. Et je pense que là aussi, le marché des cat bonds est peut-être un peu atypique ou particulier par rapport à d'autres instruments financiers. C'est que cet écart entre le bid et le ask, il reste souvent assez faible.
Et ça, pour moi, c'est un point fort du marché des cat bonds. Il reste que faible, parce que je dirais qu'il y a une tendance plutôt acheteuse du marché. Il y a beaucoup de capitaux qui sont venus sur le marché ILS, donc ce qui fait que intrinsèquement, là, il y a peut-être plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis, on voit qu'on a des acteurs qui sont assez différents dans leur stratégie et qui se complètent plutôt bien. Si je veux donner un exemple, des fonds multistratégies, donc qui investissent à la fois dans des ILS, dans du crédit, pas forcément du liquide. Eh bien, quand il y a eu des stress de marché, comme par exemple à la fin du premier trimestre 2020, leurs investisseurs finaux sont en partie sortis de ces fonds multistratégies, donc ils ont dû liquider des positions. En fait, là, ils avaient le choix entre liquider des positions crédit sur lesquelles il n'y avait pas forcément de soucis particuliers, mais où le bid-ask s'était énormément écarté, et donc c'est-à-dire réaliser de fortes moins-values sur ces produits-là, ou alors vendre des cat bonds, où là, le bid-ask est resté assez étroit et les valorisations se sont bien tenues, donc ils ont plutôt liquidé ces positions. Et on voit que tout de suite, il y a eu beaucoup d'acheteurs et ça s'est vendu assez facilement, alors qu'il y a eu des listes quand même assez conséquentes en termes de montants qui ont circulé à ces moments-là. Pour donner un autre exemple, après la survenance d'un événement qui a très fort risque d'impacter un cat bond, on voit qu'il y a des fonds qui tout de suite essayent de vendre, voilà, pour entre guillemets couper la perte potentielle. Et il y en a d'autres qui au contraire investissent à ce moment-là parce qu'ils essayent de parier un petit peu sur quel va être le déroulé du cat bond. Il y a aussi la même chose sur les cat bonds sur des périodes qui sont saisonniers. Quand on est en fin de vie du cat bond, on n'est plus vraiment sur la période à risque. Là aussi, il y a des fonds qui préfèrent sortir pour récupérer la liquidité et redéployer leur capital tout de suite. Et il y en a d'autres qui vont prendre ce pick-up des liquidités et tenir le cat bond jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un marché, voilà, qui encore une fois a ses propres spécificités. Et toujours en parlant de spécificité, il y a peut-être un produit sur lequel, à mon avis, il faut vraiment insister sur l'aspect valorisation dès la mise en place, c'est le sidecar, parce que le sidecar, c'est quand même un produit qui est assez particulier, donc qui n'a pas ou peu de marché secondaire, donc on reste en marque to model. Mais là où c'est assez différent d'un cat bond ou d'une réassurance collatéralisée ou d'un cat bond privé, c'est qu'on n'est pas seulement sur des événements exceptionnels. Donc il faut suivre vraiment beaucoup de sinistres, ce qui veut dire qu'en termes de reporting, il faut avoir la machine pour remonter cette information auprès des investisseurs. Et puis, il y a aussi le pendant. On est sur un format quote-part, donc il faut aussi suivre les volumes de primes. Là aussi, il peut y avoir de l'aléa dans le timing, dans le montant. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, essentiel pour l'investisseur pour qu'il ait une bonne vue de comment se déroule la transaction dans le temps et donc qu'il en ait sa meilleure valorisation. Oui, donc Anthony, du coup, enfin depuis tout à l'heure on parle, mais on t'a pas encore entendu. Est-ce que déjà est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce qu'on vient d'échanger? Et puis deuxième question pour le coup, c'est toi de ton expérience en fait, qui est plus finalement en titrisation de risque bancaire, est-ce que tu vois des différences ou des choses au contraire qui sont très très similaires entre la titrisation de risque bancaire et la titrisation de risque d'assurance? Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai une expérience sur les sidecars notamment, et sur ces produits-là, on a dû développer un mark to model. Donc là, les mark to model, on est parti d'une feuille blanche sur le fonds 157 Ré qu'on a aussi lancé, structuré avec vous, CCR. Donc c'est un exercice qui était très intéressant, mais surtout parce que il n'y avait pas de modèle de marché à ce moment-là, et ce qui rend la tâche plus compliquée pour une société de gestion comme nous, c'est de se baser finalement sur des informations que nous on n'a pas directement, du moins pas avec la même importance ou précision que le cédant réassureur. Et donc c'est un petit peu la difficulté, mais je pense que on va en tout cas vers une standardisation du modèle et une sophistication du modèle, donc ce qui sera bénéfique ensuite pour le marché secondaire que tu as décrit. Ensuite, concernant les similitudes avec les titrisations, qui sont donc titrisation de créances bancaires ou hypothécaires. Alors il
il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que le grand principe, quand même, il semble évident, mais c'est de rappeler que finalement, l'étude sera portée sur ce que l'investisseur, in fine, touchera à l'issue de son investissement. Donc voilà, c'est un principe qui semble évident, mais voilà, c'est comment on va modéliser, comment on va évaluer l'ensemble des cash flows du produit. Alors sur une titrisation bancaire, c'est simple, ce sera les flux du véhicule qui seront entrants par rapport au véhicule, puisque ce qu'on va attendre, ce seront les flux issus des emprunteurs, qui sont à l'initiation de l'opération, hein, donc le sous-jacent final, alors que sur les ILS, en plus des primes que le véhicule recevra, il faudra prendre en compte les décaissements que le véhicule aura à produire en cas de sinistralité. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur les titrisations. Donc il y a un double flux, un double sens sur les sidecars qu'on n'a pas sur les titrisations. Donc voilà, titrisation bancaire, on sera sur une étude là dans le suivi de la conjoncture économique, qui est bien plus moindre dans le cadre d'un sidecar. Ensuite, sur les sidecars, dans le cadre de nos sidecars mis en place, il y a un petit impact des marchés financiers, puisque on est amené à... Et là, je rentre dans un sujet de structuration, mais on va être amené à placer le collatéral en fonction aussi des types de structures, mais on va être amené à le placer, donc ce sera aussi une obligation réglementaire, hein, ce que demande la CPR, mais aussi une obligation de structure qui peut provenir du cédant réassureur. Donc là, par contre, on va aller sur des placements financiers très liquides et peu risqués. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver sur les titrisations bancaires. Par contre, quelque chose que l'on a que sur ces titrisations pures, ce sont les mécanismes de surdimensionnement. Par exemple, quand on va aller acheter des actifs avec une forte décote, ou quand on va créer, on va mettre en place un mécanisme de réserve, hein, avec un compte de réserve pour capter des risques au fil du temps, ou des mécanismes d'amortissement accéléré. Donc voilà, ça c'est des particularités qu'on va avoir sur ces structures. Et la plus grosse, hein, évidemment, ce sera le tranching, qui va aussi induire un niveau de risque différent en fonction de l'investisseur. Voilà, qui pourra avoir des tranches, qui pourra détenir des tranches subordonnées ou seniors. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait, c'est l'ADN aussi des fonds de titrisation. Alors qu'on a plutôt des fonds en passereau sur les sidecars. Et enfin, je rappelle également en termes de valorisation que réglementairement, comptablement, les actifs sous-jacents des titrisations de créances bancaires et hypothécaires sont faites au coût historique. Hein. Donc voilà, on a aussi deux mondes différents. Comptablement, s'il n'y a pas d'événement de crédit sur un actif sous-jacent, hein, s'il n'y a pas d'impayé, les actifs sous-jacents sont valorisés au nominal, c'est-à-dire au capital restant dû. Donc ensuite, en fonction de nombre de jours d'impayés, hein, si par exemple les 90 jours qui sont souvent retenus, là un mécanisme de provision et de défaut sera retenu, mais voilà, on sera sur un coût amortissable pour valoriser les actifs sous-jacents. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. En fait, est-ce que la domiciliation du véhicule a un impact sur la méthodologie comptable? J'imagine que oui. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Nous, en fait, le droit du véhicule, en l'occurrence, si on parle de véhicules français
comme le fonds commun d'utilisation, la comptabilité sera faite avec le plan comptable français. Donc ça, ce sera l'obligation réglementaire de la société de gestion. Si un investisseur étranger veut investir dans le véhicule, alors il devra lui adapter sa comptabilité. Mais ce qui est produit par la société de gestion dépendra effectivement de la domiciliation du véhicule et du droit attaché. Du coup, sauf parce que Yann, tu souhaites préciser certaines choses, sinon je propose de continuer parce que Anthony a commencé à toucher un bout du second sujet qui est finalement la problématique de modélisation et de transparence de l'information. Du coup, d'ailleurs, Anthony, tiens, je vais à nouveau te laisser la parole. Est-ce que, donc, toi, en tant que société de gestion indépendante, est-ce que tu as le sentiment, puisque tu es entre l'investisseur et le sponsor, est-ce que tu as le sentiment que il peut y avoir un décalage au niveau du niveau d'information entre le sponsor et l'investisseur? Comment tu le ressens, toi, qui es amené à faire des valorisations et étant entre l'enclume et le marteau? Alors, je dirais dans un premier temps que il y a suffisamment d'informations pour apprécier et suivre l'actif et le risque. Ensuite, nous, en tant que société de gestion, évidemment, on va pas avoir le même niveau d'information que le cédant réassureur, parce que déjà, on n'a pas c'est pas notre métier et on n'a pas la capacité de le faire. Mais en tout cas, on s'assure évidemment dans les textes juridiques, dans les contrats juridiques qui nous lient, d'avoir un suivi périodique suffisant, donc de recevoir des reportings de la part du cédant réassureur qui nous permettent de savoir où on en est. Donc c'est une synthèse du risque que on recevra périodiquement. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, sur ce type de produit, il y a beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que nous, on est société de gestion, on est avant les investisseurs qui recevront les reportings finaux. Mais avant nous, on a un cédant rassureur qui lui-même dépend d'assureurs qui eux-mêmes ont signé des polices d'assurance avec des bénéficiaires. Donc c'est une chaîne qui est finalement assez longue et qui peut générer du temps de transfert d'informations, du temps de production et de validation, voire de contre-validation. Et voilà, c'est plutôt cet aspect temps qui peut être problématique ou en tout cas travaillé. Voilà. Mais sur la qualité de l'information, nous on en reçoit suffisamment et c'est ce qui est bien indiqué dans la documentation juridique. Ensuite, nous on a aussi souhaité faire appel à un agent de vérification qui était spécialisé dans l'actuariat et dans l'assurance sur des catastrophes naturelles, voilà, pour avoir un confort supplémentaire au cas où on ratait quelque chose. Ouais, très bien, merci. Merci. Laurent, alors tu vas me dire lequel? Laurent Saumon. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Anthony, quelle est l'importance que les investisseurs vont donner à la juridiction du véhicule et je ne vais pas réussir à trouver les bons termes, mais parce que finalement le schéma français est assez particulier. Tu vois, on a une société de gestion qui intervient et qui, en l'occurrence, n'est pas forcément spécialisée de l'assurance ou de la réassurance. Donc le risque cédé, le sous-jacent, c'est quand même assez spécifique, mettons du risque de catastrophe naturelle. Dans les autres juridictions, la problématique se pose pas de la même façon, parce que la société de gestion, c'est pas structuré de la même façon. Donc, il y a en termes d'information, est-ce que tu penses qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut vivre en France et ce qui peut se faire à l'étranger? Sur l'information en elle-même, pas forcément, mais il peut y avoir d'autres aspects. Je pense, par exemple, aux aspects fiscaux.
fonction du domicile de l'entité, l'analyse fiscale ne sera pas forcément la même. Aussi d'un point de vue juridique, le droit des sûretés sur l'accès au collatéral va également changer d'un pays à l'autre, et donc la confiance des investisseurs dessus. Moi, je dirais que ce qui drive l'information qui est remontée aux investisseurs, c'est plutôt une volonté de la cédante que de l'entité qui émet en tant que telle. D'accord, ok. C'est pas le. D'accord, très bien. Du coup, Yann, Mathieu, je reviens vers toi sur par rapport à ton expérience dans la gestion d'actifs. Est-ce que toi, comment tu qualifierais et comment tu vois cette asymétrie d'information potentielle entre l'émetteur et les investisseurs? Alors, il y a deux dimensions. Il y a celle que tu signales, verticale, entre l'émetteur et les investisseurs. Et puis, on a une autre asymétrie, c'est entre les investisseurs. Donc, il faut qu'on regarde ça dans les deux dimensions. Si on prend, par exemple, une société cotée, normalement, on bénéficie d'une information qui est réglementée. Donc, c'est l'information comptable et normalement, les comptes d'une société doivent donner une information complète, non biaisée par rapport à cela. Donc, ça, c'est un niveau d'information et qui est garanti puisque c'est la violation des règles comptables, c'est un délit. Entre les investisseurs, on comprend bien que chacun doit avoir le même niveau d'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un investisseur qui a accès à une information privilégiée auprès de l'émetteur. Ça s'appelle un délit d'initié et c'est pas possible non plus. Donc, le niveau d'information, l'asymétrie, comme le disait tout à l'heure Anthony, on l'a réduit un petit peu au-delà même de la probité de l'émetteur, de ce que l'on sait sur la qualité de ces reportings obligatoires. On va avoir en plus un valuation agent, et je pense que c'est le régime d'ailleurs auquel est soumis CCR 157, le SICAR. Oui, enfin, c'est l'agent vérificateur est un confort supplémentaire pour s'assurer qu'il y ait une compétence actuarielle pour l'analyse des sinistres et autres. Donc c'est voilà, vous n'avez pas la société de gestion étant spécialisé dans la titrisation, mais pas de risque d'assurance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout le monde bénéficie de ce niveau de garantie. Ensuite, l'investisseur, lui, a un travail à faire. C'est ce que disaient Ting et puis Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai travail de compréhension du marché, de compréhension, par exemple, dans le cas des catastrophes naturelles, des sinistres en cours, des problématiques de liquidité et de prix dans le marché, c'est ce que tu disais, Laurent. Donc tout ça, on doit l'intégrer, mais le véritable risque d'asymétrie, ce serait d'imaginer qu'à un moment, l'émetteur a accès à une information qui ne va pas me transmettre et qui a un impact significatif. J'utilise le mot de significatif, c'est plus que quelques points de base sur le prix de l'instrument. Est-ce qu'il y a une question de temporalité ou pas dans la transmission de l'information? C'est-à-dire que si je te communique l'information avec un laps de temps, est-ce que c'est un impact ou est-ce que l'essentiel c'est que tu l'aies au juste temps, ce qui ne veut rien dire en français, mais on va le dire comme ça? Oui, l'idée c'est que évidemment sur l'importance d'un sinistre, c'est ce que tu disais. Globalement, j'ai une information qui est incomplète. Le marché a priori une information incomplète et je sais qu'à partir de ça, ce cash flow ou sur les cash flows à venir, c'est-à-dire ce que je vais payer en indemnisation, je dois utiliser un facteur d'actualisation un peu plus important qui couvre en fait le capital que moi, en tant qu'investisseur, je vais utiliser pour me couvrir sur ce risque. C'est le coût, en fait, c'est une sorte de coût de couverture. Donc, quand on a une information qui est incomplète, on charge en capital de manière proportionnée. D'accord. Voilà. Je vois Laurent qui hoche la tête comme ça. Oui, je paye. Du coup, Laurent, justement, toi qui es quelque part entre on va dire les investisseurs et le sponsor, est-ce que tu vois une différence dans l'information communiquée et l'impact que ça peut avoir éventuellement donc sur le prix, donc à l'émission,
Et plus généralement, vu que tu vois des transactions structurées, donc on va dire format ILS et des transactions plus traditionnelles, est-ce que tu vois aussi une différence dans le niveau d'information qui est communiqué en termes de granularité ou de précision sur l'information? Ouais, je pense qu'on est vraiment dans deux philosophies assez différentes en fait entre le marché traditionnel et le marché ILS. Et pour éviter d'avoir des frictions, des difficultés, ouais, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut anticiper dès la mise en place. Et pas le gérer a posteriori. Pour donner quelques points en fait de ces divergences, de ces deux philosophies différentes. Déjà, un investisseur ILS, il va vouloir que l'ensemble des risques soient modélisés. Donc ça peut poser des difficultés sur des risques qui ne sont pas des périls naturels ou des risques qui sont considérés comme étant annexes à une couverture de réassurance traditionnelle. Là, vraiment, l'investisseur veut que, au maximum, on puisse quantifier l'ensemble des risques qui sont couverts. Donc ça peut driver le choix déjà de ce que l'on couvre, de ce que l'on ne couvre pas avec l'instrument ILS. Et après, même dans la mise en œuvre de cette modélisation, on a aussi deux voies assez différentes. Pour un cas de bond, pour une opération ILS, on va mandater une société de modélisation, une seule, généralement. C'est le leader sur son marché. Voilà, si je fais de la tempête en France, je sais que j'aurais plutôt tendance à aller voir ailleurs, parce que c'est ce à quoi sont habitués les investisseurs. Et finalement, donc c'est plutôt un choix qui est drivé par le marché, et ce sera cette société de modélisation qui va faire l'intégralité du travail. Alors que sur un placement traditionnel, généralement, c'est plutôt le courtier qui utilise plusieurs modèles, qui donne les résultats de plusieurs modèles en parallèle. C'est le réassureur qui se fait un peu son opinion. Voilà, est-ce qu'il va mélanger plusieurs modèles, est-ce qu'il en préfère un ou l'autre. Et aussi, on peut faire des ajustements. Si on a un modèle qui fait de la tempête pour l'Europe, et par exemple, si on voit qu'historiquement, il y a des décalages entre les remodélisations de telle ou telle tempête sur le marché français, on va pouvoir ajuster certaines courbes du modèle pour coller au mieux aux expositions proprement dites et donc avoir une vision un peu plus juste. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fera pas sur un cas de bond, parce qu'on va rester sur le modèle tel qu'il est, et la société de modélisation va l'appliquer de manière directe. Et en termes de résultats, on donne pas non plus les mêmes résultats aux investisseurs ILS et aux réassureurs. Les investisseurs ILS, la société de leur modélisation, donnent plutôt des résultats agrégés. Ça va être la courbe de probabilité d'occurrence. On va donner quelques points de sinistralité historique. Sur un placement traditionnel, je dirais qu'on est plutôt sur des résultats un peu plus bruts. On va donner un résultat simulation par simulation, même quelquefois directement les données d'exposition, ce qui permet de remodéliser, parce que les rassureurs ont aussi généralement les licences des modèles. Et au-delà de l'aspect quantitatif, il y a aussi une partie qualitative, puisque les rassureurs ont généralement une connaissance historique, voilà, ils connaissent bien les cédantes, ils connaissent bien les programmes. C'est pas forcément le cas de tous les fonds ILS. Voilà, il y a des équipes qui sont des fois un peu plus spécialisées sur certains marchés que d'autres, et donc voilà, ils ont peut-être un peu moins ce terreau, je dirais, de connaissances des différents acteurs ou des différentes spécificités locales. Par exemple, le régime des catastrophes naturelles en France, c'est pas forcément trivial pour l'ensemble des investisseurs ILS. Donc, il y a un document qui décrit vraiment le business de la cédante, le subject business. Donc, ça va des méthodes de souscription, des méthodes de règlement de sinistre. C'est vraiment un document qui est assez générique et qui est très important, surtout pour une première émission. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas du tout dans un placement de réassurance. Et puis peut-être un dernier aspect, c'est sur la confidentialité, je dirais la divulgation de l'information. Sur un placement ILS, cette information, elle sera peut-être un petit peu plus détaillée, je pense encore une fois ce sujet de business, que ce que l'on va donner sur de la réassurance. Et il y a certains sponsors qui n'ont pas vraiment envie de divulguer un peu leur cuisine interne ou certains aspects qu'ils peuvent considérer stratégiques parce que par exemple ils ont une énorme part de marché sur un produit. Donc ils veulent pas trop donner cette information-là. Donc là aussi, ça peut les orienter sur le choix de l'instrument. Ils font peut-être plus une opération basés non pas sur leurs propres pertes, mais sur des pertes marchés ou sur un indice paramétrique.
Et puis aussi, cette information, elle va circuler. Parce qu'une securities, il y a un marché secondaire. Et donc, un investisseur qui n'était pas forcément là au départ, 6 mois plus tard, il peut acheter le cat bond et donc avoir accès à l'ensemble de l'information du cat bond. Donc, il y a aussi, on contrôle moins la diffusion de cette information sur un placement traditionnel. Je choisis mes réassureurs, je leur envoie le package de renouvellement, mais je sais que cette information, elle restera uniquement entre les mains des réassureurs que j'ai choisis. Donc finalement, toi, j'aurais tendance à croire que l'information communiquée aux réassureurs traditionnels était plus importante que celle communiquée aux investisseurs dans la partie ILS. En fait, c'est pas qu'elle est plus importante ou moins importante, c'est qu'elle est différente. Elle n'est pas de la même nature, exactement. Je pense que le réassureur a une information, encore une fois, un peu plus brute des portefeuilles et de leur modélisation, mais s'intéresse, en tout cas, a priori déjà la connaissance de l'environnement de souscription et de la cédante. Alors que ça, c'est un aspect qu'on va plus développer avec les fonds ILS qui connaissent peut-être moins les polices, les programmes. Mais par contre, sur le quantitatif brut, c'est la société de modélisation qui va donner les outputs et on se contentera à ces chiffres. D'accord. Ok. Ça touche à sa fin, je vous rassure. Laurent a parlé de modélisation. Du coup, toi, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait cette problématique de modélisation et comment c'est pris en compte dans le pricing tout simplement ou la valorisation plus largement? Bien sûr. Alors, je vais me contenter de décrire, par exemple, la modélisation d'un modèle de catastrophe pour un cat bond, qui va dire, on va dire, l'exemple typique d'une transaction ALS. La modélisation, donc, en disant, est essentielle pour déterminer la perte attendue. Donc, si on investit dans l'instrument et qu'on répète ça de manière infinie, la loi des grands nombres nous dit que, en moyenne, la perte attendue est ce qu'on va perdre sur le long terme. Alors, ça sera pas toujours la même perte chaque année, mais en moyenne, on va tendre vers cette situation. La modélisation de catastrophe a 4 composantes, je dirais. Première composante est le modèle stochastique des événements naturels. Donc, une table de scénarios différents. Un ouragan va passer par là, la première année simulée. La deuxième année simulée, il y aura un tremblement de terre en Italie. Des futurs possibles de l'année suivante. La deuxième composante est la donnée du portefeuille de risque assuré. Donc, dans le cas d'une assurance propriété, la donnée des bâtiments, où sont-ils localisés, comment sont-ils construits, beaucoup de données surtout sur la construction et la localité, ainsi que la valeur du bâtiment est sauvegardée dans la composante 2. La troisième composante est la composante d'ingénierie, disons, où des courbes de vulnérabilité sont appliquées selon l'événement stochastique et selon l'exposition dans le portefeuille de risque. Donc, si l'ouragan passe au-dessus de Miami, on aura plus de dommages que s'il passe dans les marais à côté de Miami. Voilà. Et la quatrième composante, à la fin de la troisième composante, on a finalement la perte sur le portefeuille. Et la dernière composante est celle qui va déterminer la perte applicable à la transaction. C'est-à-dire que l'investisseur ne va pas directement payer tous les dommages dans le cas d'une indemnisation, tous les dommages applicables à la cédante, mais va prendre une portion, soit une tranche, soit une quote-part du sinistre. Donc, toutes ces composantes font qu'à la fin, on va calculer, selon les différents scénarios, quelle est la perte applicable à notre instrument. Ça, la moyenne de ça va nous donner donc l'espérance mathématique de la sinistralité.
et qui est une des composantes du prix. Pour venir au thème d'asymétrie d'information, dans beaucoup de ces composantes, il y a des asymétries d'information. Sur la composante du modèle de catastrophe, il y a une composante d'asymétrie information horizontale que mentionnait Yann, où les différents modélisateurs ont des informations supplémentaires sur la qualité du modèle. La couverture, suivant le péril, est-ce que le modèle est plus effectif ou moins effectif que par rapport à un autre péril. Sur la composante des expositions, il y a aussi une asymétrie d'information plutôt verticale, où souvent la base de données sur les expositions peut être une vue actuelle qui est peut-être 6 mois avant la période de risque couverte par la transaction. Donc il y a une petite asymétrie d'information où la cédante saura peut-être quel est son plan de développement de son portefeuille de risque sur l'année. Donc pour nous passons pas mal de temps dans cette composante-là à essayer d'actualiser quelles sont les expositions pour la période de risque ouverte. Dans la composante de structure financière, donc la dernière composante, ici il y a peu d'asymétrie d'information. La seule source est peut-être quel est le taux de prime exact que la cédante va rémunérer le contrat, et des fois qui n'est pas totalement connu, mais qui est souvent bien moins stochastique que la sinistralité. Donc voilà, c'est le overview de la modélisation. D'accord, très bien. Allez, on est vraiment à la fin. Ting, est-ce que du coup, parmi les différentes composantes qu'on a évoquées dans le cadre d'un pricing ou d'une valorisation, est-ce qu'il y a une composante en particulier qui te semble vraiment primordiale? Oui, en fait, on a mentionné tout à l'heure l'utilisation de modeling agent pour l'émission de cat bonds. Et effectivement, tous les investisseurs reçoivent les mesures de risque calculé par le modeling agent quand un cat bond est émis, qui est souvent ailleurs dans la plupart de cas. Et chez AXA IM, on a aussi une licence de MS qui remodélise les cat bonds. Et chez nous, on aussi remodélise les instruments avec le modèle antenne d'AXA. Voilà, donc pour nous, c'est l'enjeu justement d'avoir cette licence et des modèles internes, c'est d'avoir un deuxième ou une troisième vue de risque sur l'instrument avant investissement. Et c'est très très important de pouvoir challenger le mesure de risque communiqué par le modeling agent qui est en fait choisi par les cédantes. Mais malheureusement, pour beaucoup de cat bonds, le niveau ou je sais pas si on dit magnitude ou détail d'infos n'est pas exactement la même données partagées à modeling agent contre les investisseurs ou les autres modeling firms. Et comme tous les outils ou des modèles, la qualité de résultat du modèle dépend principalement sur la donnée d'entrée, qui est dans notre cas ici le portefeuille de cédantes. Donc on pense que c'est très important que les cédantes partagent le même niveau d'information avec les investisseurs. Si c'est un peu trop loin, potentiellement avec les autres modeling firms, même sur un NDA, puisque en fait les investisseurs peuvent avoir le vue complet ou différent sur le niveau de risque, qui est un facteur ou la facteur plus important pour la valorisation. D'accord, très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que pour conclure, je vais vous poser 2 questions. Et puis, on terminera là-dessus, d'accord ? Est-ce que, de manière générale, vous voyez des améliorations à apporter dans la gouvernance des structures ou dans les outils
à mettre en œuvre pour s'assurer donc d'avoir l'information en temps et en heure, de qualité, et puis tout ça afin de permettre la meilleure valorisation possible. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quels sont les points d'attention pour les investisseurs à avoir en tête et les axes d'amélioration quand ils se lancent dans les ILS. Allez, je vais commencer par toi, Laurent. Tiens. D'accord. Si je pense qu'il y a vraiment un sujet où il faut essayer d'améliorer cet aspect valorisation, c'est sur la valorisation post-event, donc après un événement majeur. Puisque c'est là où il y a le plus de flou, en fait, dans l'information. C'est là où l'asymétrie d'information entre la cédante et les investisseurs peut être la plus forte. Et puis, c'est préjudiciable pour tout le monde, en fait. Pour les investisseurs qui veulent sortir du fonds, ils peuvent avoir leur fonds bloqué parce qu'on va faire une side pocket. On va mettre une partie des actifs, on va geler une partie des actifs duquel on ne pourra pas sortir. Ça peut être préjudiciable pour le fonds aussi, parce qu'il ne peut pas redéployer son capital. Moi, je pense que là, en particulier, avec l'expérience des derniers événements, où on a pu avoir des développements un peu longs et un petit peu aléatoires, eh bien, c'est un aspect où ce serait intéressant d'essayer d'amener plus de rapidité et plus de précision, surtout qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui développent des outils pour leur propre compte, bien sûr, hein, pas pour le compte des ILS. Ça peut être une application pour que les assurés déclarent leurs sinistres beaucoup plus rapidement. Ça peut être un modèle interne pour essayer de prédire l'impact d'une tempête alors qu'elle n'est pas encore là, mais qu'elle est à quelques jours de venir. En fait, moi, là, je me demande si on ne pourrait pas partager une partie de ces informations avec les investisseurs pour être vraiment au plus près du risque. Et puis sur ta deuxième question, là, je pense que on est certes sur des ILS, donc insurance, donc ça reste un risque d'assurance, un format securities, un instrument financier. Donc on essaie d'avoir les avantages des deux mondes, mais ça reste quand même une matière assurance. Donc même avec tous les modèles qu'on a à notre disposition, on n'arrivera pas à prédire de manière parfaite le type de comportement de ce sujet. On est sur un volet assurance qui, par essence, restera difficilement, totalement et parfaitement quantifiable. Je suis assez d'accord avec Laurent. La transparence de l'information. Ça, c'est un complot, ça. Les deux Laurent d'accord, il y a un truc, les gars. Voilà. La transparence de l'information avant un événement, si la catastrophe est prévisible comme un ouragan ou juste après, lorsqu'elle est moins prévisible, est primordiale pour la valorisation dans les temps, dans ces temps-là. Je crois qu'on pourrait aussi travailler sur la transparence des agences de reporting pour les pertes de marché et leur méthodologie sur comment ils arrivent à leur estimation de perte de marché. Ça, c'est un des points, je pense, sur lesquels on peut travailler. Un deuxième point serait sur la standardisation de la donnée. Dans le marché spécifiquement plus privé, la qualité et les composantes des données sur les pertes existantes varient de qualité selon la cédante. Et à mon avis, peut-être tu ne seras pas d'accord, mais les courtiers, à mon avis, ont un rôle à jouer ici sur une uniformisation et une amélioration de la qualité de l'information aussi sur le placement privé. Après, ça rejoint ce que disait Yann quelque part, c'est un facteur discriminant. C'est-à-dire que sur une transaction privée, tu vas avoir tendance à favoriser le sponsor, l'émetteur qui te semble le plus, dans sa gouvernance, le plus à même d'être transparent et de partager une information de qualité. Avant de te passer la parole, Ting, est-ce que Anthony, tu es toujours parmi nous? Toujours. Si tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Non, je risque de redire ce que Laurent a déjà dit avant, c'est l'évaluation post-événement qui est primordiale, je pense, en plus de la valorisation périodique quand il y a un événement significatif. Puis je reviens en milieu de trimestre ou en début de trimestre, si on est sur une valorisation trimestrielle et qu'on le prend en compte qu'à la fin du trimestre, ça laisse
un délai assez long avant de l'intégrer. Donc c'est ce qui pour moi est important si on veut avoir quelque chose plus juste dans la valorisation. Et puis pour répondre à ta deuxième question, aller plus loin sur les critères ESG, et ça rejoint ce que disait aussi Yann avant. En plus de donc la gouvernance qui est pour moi aussi très importante, mais pourquoi pas étudier des primes qui sont fonction de critères sociaux et environnementaux également. Donc là j'ouvre un peu le débat, mais voilà, c'est aussi chercher de la transparence sur des niveaux de rémunération, des ratios de personnes à mobilité réduite, des ratios de présence de femmes dans les conseils d'administration. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples, mais je pense qu'il y a peut-être un travail à mener là-dessus. Le mot de la fin est pour toi. Oui, pour les outils aujourd'hui dans le marché ILS, ça existe déjà des data rooms type Intralinks où les cédants peuvent partager l'information avec les investisseurs. Donc, on ne voit pas plein de choses à améliorer ou développer de ce point de vue. Mais pour côté structure, on pense que c'est très important de potentiellement augmenter la norme du marché pour la fréquence de reporting fait par les cédantes. Voilà, comme disait avant, on pense que ça c'est vraiment la donnée plus importante pour faire la valorisation et intégrant proprement l'impact des événements survenus pendant la période à risque et qui n'est pas le cas ou qui n'est pas systématiquement fait aujourd'hui par tous les cédantes. Il y a encore pour certaines cas de bonds dont le reporting n'est pas fait systématiquement, mais que dans l'occasion dont le pacte augmente par X%, par exemple, donc typiquement 5% depuis ce qu'on a vu du marché. Potentiellement, notre préférence sera la fréquence fixée, idéalement mensuellement, puisque la marché aura l'information à temps qui est pour éviter des ambiguïtés dans la valorisation. Et ben c'est parfait. Écoutez, je vous remercie tous les 5 et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.